Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année. Nous sommes le 4 janvier 2021, dans le cas où vous n'auriez pas suivi l'actualité. Et je vous souhaite une très 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 bonne année. Voilà, on va laisser tout le monde arriver pour pouvoir suivre ce petit live de rentrée. Je vous remercie tous de votre fidélité pendant une bonne partie de l'année 2020 avec Dégusté Confiné. Puis depuis septembre, effectivement, notre événement autour de un verre, une assiette. Très bonne année à tous. J'espère que 2021 va être une très très bonne année. Et je suis ravi ce soir de vous retrouver en ce début d'année pour partager avec vous un petit moment d'échange avec Tanguy, Tanguy Laviane. Bonsoir Tanguy. Bonsoir Philippe. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bon, je vois que tu as quelques arguments derrière toi. Oui, Il on y est a en un place. alignement de qui donne envie déjà dans un premier temps. Nous sommes dans le Bordelais, puisque tu es installé dans ton établissement. Ah, c'est ça, gare aux papilles. Belle, Absolument. belle expression. Hein. C'est gentil. Quasi, quasiment, ça fait penser à Brassens. Hein. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il n'y a pas que de ça, mais il y en a un petit peu. Bon, c'est en tout cas génial de te retrouver en ce début d'année. Bonne année à toi aussi. Bonne année à vous tous de nouveau qui nous suivez. Merci beaucoup de votre fidélité les uns les autres. On espère qu'en 2021, vous serez aussi nombreux. Mais j'allais dire, allez, on espère surtout pouvoir se retrouver physiquement les uns et les autres le plus rapidement possible. C'est ce que je te souhaite, Tanguy, à toi, tes équipes, tes clients et bien entendu à nous tous, les uns et les autres. Absolument. Ce soir, c'est le Bordelais qui nous accueille, puisque c'est avec l'interprofession bordelaise que cette soirée est prévue. Et j'ai quelques arguments devant moi. Alors, je disais il y a un instant, tout à l'heure, pour nos amis de Facebook, qui j'espère vont nous rejoindre également, que Bordeaux était une grande cité viticole. Tu sais ce que disaient les Bordelais, ce que disaient les Américains, je veux dire, de Bordeaux. Ils disaient les Français sont tellement fiers de leur vin qu'ils ont même donné le nom d'une ville, Hmm. pour le nom du vin, quelque part. Et c'est vrai que c'est assez symbolique de cette histoire bordelaise, très tournée autour de la viticulture depuis de nombreuses années, hein, de nombreux siècles même, et avec à la fois des châteaux célèbres, des appellations historiques, et en même temps, j'ai l'impression ces dernières années, un renouveau du Bordelais, qui parfois était un petit peu boudé, mais qui revient un peu en force à travers des démarches plus naturelles, plus bio, plus HVE, plus éco-responsables, etc., qui permettent de donner une illustration peut-être nouvelle à la vision bordelaise. Oui, alors c'est vrai que moi je suis arrivé à Bordeaux en 2007. Donc j'ai pas connu le Bordeaux un peu grisâtre que d'autres ont pu connaître. Alors c'est vrai que je suis arrivé dans cette ville qui avait été retapée, le tram était déjà installé, etc. Donc moi j'ai pas vu ce changement-là. Par contre j'ai vu le changement. Je fais partie de ceux qui ont vu apparaître tout un tas de nouveaux restaurants et aussi du coup cette émulation autour de la bistronomie sur Bordeaux qui n'était pas forcément le cas avant. Exactement. Autant la ville que les gens, que la viticulture par voie de conséquence, et que la gastronomie finalement a pas Oui, mal tout est lié. évolué ces dernières années. Ouais, Toi, tout est lié. ce serait intéressant pour tous les gens, même si beaucoup te connaissent. Donc tu as un restaurant, j'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle Gare aux Papilles, qui a une étoile au guide Michelin. Ouais, Bravo, d'abord, c'est super sympa pour toi et tes équipes. ouais. Tu n'es pas bordelais, je crois que tu es parisien d'origine, toi. Absolument. Ouais, ouais. Je suis un titi parisien pour le coup. J'ai bougé sur Bordeaux en 2007. J'ai arrêté la cuisine pendant un an et j'ai Oui, passé un. pour faire quoi finalement? Bah voilà, en fait, moi je voulais. Bon, j'ai eu envie de changer de vie. On est arrivé sur Bordeaux voilà, pour avoir un cadre de vie un peu plus agréable, avec un peu moins de tension dans la vie du quotidien. D'accord, Et avec femme et enfants, enfin la famille, alors, il y avait que femmes à l'époque. bon. Et donc, on est arrivé dans une ville où finalement, il y avait peu de restaurants haut de gamme. Alors, effectivement, comme moi, je suis issu du milieu restauration haut de gamme, j'avais qu'une envie, c'était de poursuivre un peu dans ce cursus-là. Et bon, un peu démotivé
parce que c'est vrai que sur le coup, il y avait vraiment pas grand-chose. Il y a tout un tas de restaurants qui n'existaient pas à l'époque. Le pressoir d'argent n'existait pas, le Gabriel n'existait pas pour les Il y avait, Bordelais. il y avait le Chapon fin. Il y avait le Il y a- Chapon fin, mais qui était bon. Comme il y avait finalement peu de restaurants haut de gamme, il y avait très peu de turnover dans ces restaurants-là. Effectivement, j'avais eu une discussion. J'étais encore sur Paris, je cherchais à m'installer à Bordeaux, et Philippe Etchebest et Michel Portos m'avaient dit à l'époque, on a peu de turnover, ça va être compliqué pour toi de trouver une place. Du coup, j'ai arrêté la cuisine. J'ai arrêté la cuisine pendant un an et j'ai passé un BTS viticulture œnologie. Eh bien, tu n'as pas perdu ton temps. Non, absolument. Donc, j'ai passé ce BTS dans un cru classé de Pessac-Léognan, Oui. au Château Bailly. Ah, magnifique. On salue d'ailleurs Véronique Sanders et puis toutes les équipes du Château Bailly parce que franchement, c'est un cru magnifique en plein cœur de l'appellation Pessac-Léognan. J'ai une adoration pour ce vin, pour son élégance, son raffinement et son travail très harmonieux depuis longtemps. Et je les embrasse. Effectivement, bon, j'ai une accroche particulière avec ce domaine parce que j'y ai travaillé, mais honnêtement, en toute Franchement, objectivité, ça vaut la peine. voilà. Et donc, j'y suis resté 4 ans. Donc, un an en BTS, et puis après, avec Véronique Sanders et Gabriel Vialard, et puis toutes leurs équipes, on a développé une table privée. Et donc, j'y suis resté pendant 3 ans. Et au bout de ces 3 années, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes et je me suis installé, voilà, sur Bordeaux Centre. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire un BTS viticulture après avoir fait plutôt de la cuisine? C'est quoi le déclic? Alors, en fait, moi, j'avais une passion pour le vin, mais j'avais pas forcément les connaissances techniques pour approfondir ma passion. Et j'avais vraiment envie de comprendre techniquement ce qui se passait dans la vinif, pendant la vinif, mais aussi dans la vigne, pour comprendre vraiment les tenants et les aboutissants un peu de ce qui finalement nous donne autant de plaisir à la fin, quoi. Donc, et puis aussi, c'était compliqué pour un adulte de 27-28 ans de trouver une formation pas trop longue, pas trop courte, suffisamment intéressante pour qu'on puisse apprendre en profondeur les choses. BTS, viticulture, formation adulte en un an, c'était parfait. C'était un peu intense, mais c'était bien. Super. Ce qui est génial, c'est que finalement, tu es chef, et Dieu sait si tu as du talent pour être, et en même temps, tu as donc cette formation, et donc cette approche de la viticulture qui te donne effectivement une sorte de double vision des choses. Et ce qui nous rassemble ce soir, c'est un verre, une assiette. Hein. Donc c'est effectivement de parler d'un vin, d'aller vers l'assiette, d'un côté ou de l'autre. Et tu symbolises bien ça. Donc bravo, ravi pour toi. Et ravi pour nous surtout de t'avoir, c'est une chance. Ben, c'est gentil, mais j'avoue, c'est un vrai plaisir de pouvoir avoir une compréhension des deux, de ces deux univers-là. Absolument. Parce que c'est pas le cas malheureusement. Enfin, moi, j'en souffrais quelque part de pas avoir cette connaissance-là, et du coup de pas pouvoir avoir ce dialogue avec le sommelier, c'était, il y avait comme quelque chose qui nous empêchait d'aller l'un vers l'autre. Enfin, moi, c'était vraiment le ressenti que j'avais. Et puis là, ça permet d'avoir vraiment de sortir la tête de ma cuisine et d'avoir autre chose auquel je puisse penser sans que ce soit systématiquement la cuisine. Voilà. C'est génial parce qu'il y a finalement peu de cuisiniers qui ont cette démarche-là. J'en connais très peu, quasiment pas. Il y a beaucoup de sommeliers qui ont commencé par la cuisine parce que c'est une formation Ouais, de base pour former le goût. C'est mon cas, mais c'est le cas d'un c'est ça certain. que je veux dire. Il y a très peu de cuisiniers qui ont effectivement cette formation-là. Je ne parle pas de sensibilité. Il y en a qui sont sensibles, mais la formation, c'est encore autre chose. Et quelle est ta première émotion en matière de vin? Quel est ton souvenir comme ça? Ah. Le premier, voilà ce qui te. Aujourd'hui, ta Madeleine de Proust en termes de viticulture ou de dégustation, plus exactement. Alors, j'ai beaucoup changé. Alors, en tout cas, mes goûts ont beaucoup évolué, c'est vrai, j'avoue. À l'époque, j'allais facilement vers les vins de Bordeaux, Oui, vers les vins de Bordeaux assez puissants, assez tanniques dans la jeunesse, très bien. euh, et j'étais très rouge. Maintenant, je suis blanc à fond les ballons. Je bois, allez, les 3 quarts du temps, je bois du blanc. Très Et bien. je vais avoir des grandes émotions sur des Bourgognes ou sur des Vieux-Rhônes
Voilà. Et alors, depuis peu, je me suis pris de passion pour les Beaujolais. Voilà. Très bien. Y compris les Beaujolais blancs. Y compris les Beaujolais blancs. Ouais. Ok. Il y a en On fait, en a il y a parlé tellement de choses. d'ailleurs quand on a fait notre émission sur le Beaujolais. Ouais, Il y a effectivement du blanc, du rosé et du rouge, bien entendu, ouais, qui est le plus ouais. dans le En Beaujolais. fait, il y a tellement de choses que. Alors oui, j'ai des émotions, mais en fait, des émotions, j'en ai régulièrement quand, voilà, dès qu'il y a un truc qui me plaît, je suis assez, voilà, je suis assez sensible, donc je vais facilement être ému par quelque chose qui va me plaire à fond, quoi. Génial, génial, génial. Bon, ravi en tout cas de pouvoir bavarder de tout ça avec toi. Euh, on va parler plutôt Bordeaux ce soir, puisque c'est la ville qui t'accueille, c'est le terroir qui nous accueille ce Absolument. soir, ou que nous accueillons. Euh, quels sont tes coups de cœur récents dans les appellations bordelaises qui sont autour de chez toi, les endroits où tu aimes bien aller te balader aussi, ou les vignerons que tu as envie de rencontrer? Alors moi, j'ai sur Bordeaux, j'ai bon, oui, j'ai pas mal parcouru les domaines. C'est Et maintenant, j'ai un réel plaisir à aller me promener et à aller boire les vins sur la rive droite, clairement. Oh, Euh, j'ai des coups de cœur dans les côtes de Bordeaux, Castillon, du côté de Castillon, du côté de Saint-Émilion, d'accord. dans ces eaux-là. Franchement, je découvre là, ces derniers temps, ces derniers mois, sur ces 2 dernières années, je découvre des vins produits là-bas de toute beauté, avec un fruit frais, du vraiment quelque chose d'un peu sanguin, mais en même temps très suave, avec une féminité qui est vraiment très jolie, des choses vraiment très, très pointues. Je pense notamment au domaine de l'Art, Ah oui, que Stéphane de Renoncourt, qu'on salue, et son épouse aussi. Christine, ouais, et Ah, que magnifique. j'adore les vins qu'ils font. Mais ils ont des voisins qui font aussi des vins magnifiques. La Dame de 11 heures fait des choses superbes. Hmm. Il y a le Château de Saint-Thème qui va faire des choses sublimes. Qu'est-ce qu'on a aussi avec lesquels on aime travailler Château Mont-Landry sur les millésimes un peu évolués, c'est vraiment sympa. Et puis bon, c'est magnifique, quoi. C'est un coin qui est vraiment sublime. Oui, Euh, c'est très, très beau. C'est comme le secteur de l'Entre-deux-Mers, qui est oui, juste incroyable de beauté, et dans lequel il y a aussi, toi qui es amateur de blanc, des blancs secs, notamment ouais, des aromatiques qui sont super agréables, des vins d'apéritif, à des prix remarquables en ah plus. ouais, ouais. Parce que Ah, c'est mais vrai qu'on a souvent l'image de Bordeaux dans des grands crus, dans des vins qui sont parfois un peu stratosphériques en termes de prix et de réputation, mais ça représente finalement un petit pourcentage. Et Dieu sait si c'est important, cette image aussi de Bordeaux, mais l'image de Bordeaux, à travers quasiment une soixantaine d'appellations, que ce soit effectivement les Côtes de Bourg, les Côtes de France, les Fronsac, les Canons Fronsac, les Sainte-Foy de Bordeaux, les Entre-deux-Mers, etc., ou tous les vins de la partie Médoc au Médoc, les crus, Pauillac, Saint-Estèphe et les autres, ou les Graves, bien entendu, ou les ouais, Pessac-Léognan, comme j'ai bien sûr. évoqué tout à l'heure, il y a une quantité d'appellations, une quantité de vins et une quantité de styles et de prix qui sont quand même super intéressants et super attractifs. Ouais, Et je pense que c'est bien de le dire parce que je pense qu'effectivement, on doit pouvoir s'intéresser à tout ça. Nous, avec l'Union nationale française, on est en partenariat, par exemple, avec l'Union des Grands Crus de Bordeaux. mhm. Ça représente parmi les châteaux assez connus, d'autres moins connus, même dans les crus, même dans ces crus-là. Et des vins d'un rapport qualité-prix qui sont souvent étonnants. Absolument. Ouais, ouais, Et ça c'est à souligner, y compris dans les appellations Bordeaux et Bordeaux supérieur, où il y a des choses qui sont parfois mais juste bluffantes. absolument. Même si c'est parfois moins facile à vendre parce que c'est plus anonyme comme appellation, beaucoup plus large, un peu moins précis sur l'appellation communale ou autre, mais vraiment des vins intéressants. Et dès que Bah, c'est à la disons, tête, ça surprend beaucoup. Hein. ouais, alors le truc, c'est qu'effectivement, sur Bordeaux, il y a énormément de vignerons. Enfin, c'est pas à vous à qui je vais l'apprendre, mais je crois que Ouais, si ouais, c'est sûr que sur quasiment 100 000 hectares de vignes, ça fait du monde, comme on dit. Hein. ça fait un paquet, ouais. Donc, effectivement, c'est difficile pour certains de faire leur trou. Nous, on fait un vrai travail de dénicheur parce que
parce qu'on adore ça et c'est un vrai travail. Alors, parce qu'aussi, on a une partie caviste, donc du coup, J'allais dire. voilà. Avec combien de références dans la partie cave? Ouais, on a 850 références, quelque chose comme ça. Ça bouge un peu, ça fluctue. Et du coup, nous, on a une vraie passion à aller chercher ces vignerons-là qui ne sont pas des grands crus, dans des appellations qui ne sont pas forcément les plus ronflantes, mais sur lesquelles on va prendre un pied pas possible, quoi. Alors oui, j'ai vu dans les petits messages qui défilent, Château-le-Puy. Effectivement, Château-le-Puy, c'est très Eh bien. oui, Château-le-Puy, bien entendu. Mais nous, Ah, on a découvert un sémillon de macération à Sadirac, donc dans l'entre-deux-mers, Château-le-Grand-Verdu, oui. absolument magnifique. Voilà, c'est des choses. Il y a comme dans le vignoble, comme en gastronomie sur Bordeaux, il y a un espèce de renouveau. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on y fait plus attention aujourd'hui qu'avant, mais on a vraiment la sensation qu'il y a voilà, il y a comme un renouveau, quelque chose de frais, de vent de fraîcheur qui est en train de souffler, et c'est assez agréable. Et effectivement, nous, on sert du Bordeaux, donc on a quoi, ouais, 800, 850 références, on a 20% de Bordeaux. Donc, on ne goûte pas les Bordeaux, loin de là. Après, effectivement, on ne voit pas que du Bordeaux. Très bien. Bon, ce soir, on va boire du Bordeaux, tous Ah, les il en faut. deux, et avec nos amis voilà, qui nous suivent. J'ai vu qu'il y avait même Jean-Marc Ferreri, grand footballeur à son époque et qui est producteur du vin du côté de la Bourgogne, en Santonnet en particulier. On avait également Éric Billière du domaine du Cassard, très joli vin de l'appellation Blaye Côte de Bordeaux, vraiment de rapport qualité-prix extraordinaire également, qui nous suivent et plein d'autres personnes qui te connaissent bien aussi et qui nous mettent des petits commentaires, c'est tout à fait sympathique. Alors ce soir, parmi les vins qu'on a reçus et qu'on va pouvoir déguster ensemble, et puis tu vas nous faire saliver, j'espère préparer peut-être une petite recette. Ouais. Est-ce que ça va être possible, ça? Ouais. Parce que je crois que tu es amateur des produits régionaux, pas que des vins, mais des produits régionaux également. Et si on peut te suivre, comme on le fait en ce moment dans ton établissement, venir, comme tu viens de le faire, rentrer en cuisine, on peut imaginer que, voilà, que tu vas nous faire quelque chose de sympathique. C'est quoi le plat que tu as imaginé avec un rouge du Bordelais? Alors, on a préparé un morceau de faux filet de basasse maturé, laqué au soja, avec Oui. quelques carottes confites, lantin de chêne et truffes noires. Eh bien, Alors, magnifique. Ça, c'est presque un plat de réveillon, ça. ouais, presque. Un plat de fête pour démarrer l'année. Voilà, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, on y a rajouté quelques touches un peu originales, puisqu'on a rajouté une émulsion de langoustine. Oui. Voilà. Alors, en fait, nous, on fait une cuisine, on va dire, cuisine simple, sans que ce soit simpliste. Mais c'est une cuisine. Nous, ce qu'on aime, c'est que les gens ne perdent pas pied quand ils dégustent un plat, qu'ils puissent s'y retrouver, mais qu'en même temps, il y ait un ou deux éléments qui permettent de twister pour vraiment apporter une touche d'originalité, une touche de fraîcheur, une touche de... Voilà. Donc, sur cette recette-là, nous, le faux filet, donc, on l'a pris avec 25 jours de maturation, donc c'est pas énorme, mais suffisant pour enlever... pour assécher un petit peu la viande et pour la concentrer en goût. Bien. Mais la maturation, voilà, point trop d'infos, chez nous en tout cas, parce qu'encore une fois, on veut pas, on n'a pas une cuisine très marquée sur des choses, comment dirais-je, pas violentes, c'est pas le terme, mais trop fortes, parce qu'on accorde une importance folle aux accords mets et vins. Alors non pas que ce soit forcément la politique essentielle de la maison, mais on veut que... Alors, on ne propose pas que des accords mets et vins au restaurant, mais je veux que les gens qui choisissent une bouteille à l'aveugle ne soient pas dérangés par un goût trop fort dans la cuisine qu'on propose. D'accord, donc juste un bel équilibre, le respect de l'un comme de l'autre, et, Voilà. Et une identification des goûts, c'est-à-dire finalement une dégustation accessible. C'est ça. Une bonne lecture des produits. C'est ça. C'est important. Ça, c'est la vraie sensibilité, ça. Alors, pendant que tu fais, on te voit plutôt toi, on ne voit pas trop les produits là tout de suite. Je ne sais pas si tu vas pouvoir nous montrer aussi à l'écran de temps en temps quelque chose. Voilà. Je vais les montrer. À saliver avec toi. J'ai quelques bouteilles devant moi. Je vais vous expliquer
aux uns aux autres et à toi, Tanguy, ce que j'ai reçu. Donc, dans l'appellation Fronsac, qui est une belle appellation, effectivement, alors qu'on voit ta pièce de bœuf de Bazas, là, qui a été laquée un petit peu au soja, tu disais tout à l'heure. Le château d'Alem, qui est un très joli cru de Fronsac, dans un millésime 2009. En 2009, c'est un millésime, elle est consensuelle, hein, il a fait beau, les vendanges étaient belles, le raisin était beau, et quelque part, on a de très belles maturités avec encore une certaine réserve. Là, on a un côté fruit noir, avec assez classique finalement dans le Bordelais, sur une base de merlot ici, avec un peu de cabernet franc, et avec un côté un petit peu frais, légèrement végétal, très agréable, et assez complexe, des arômes un peu épicés, un joli vin dans le côté assez classique de cette rive droite. Ensuite, on a un très joli vin que tu connais peut-être, le Clos du Mouna. C'est un travail avec une démarche nature et bio. C'est la Treille dans le millésime 2017. On est sur l'appellation Côte de Bourg. Je ne sais pas si tu connais cette cuvée, mais c'est vraiment un très très joli vin. Alors, j'ai pas entendu. C'est le château. Le domaine s'appelle le Clos du Mouna. Oui. Donc, on est sur un vin bio avec une démarche quasi nature, sur un 100% merlot, avec une très très belle exposition. Et c'est la cuvée La Treille dans le millésime 2017. On s'appelle La Treille. La petite histoire, c'est parce que finalement, il ne taille pas ses vignes, quasiment pas. Et donc, il tresse. Ça s'appelle d'ailleurs pas La Treille, mais la tresse, cette vigne. Et donc, il tresse ces sarments de vigne de l'année, sans les tailler finalement. Au-dessus, on peut imaginer voilà, cette liane qui se noue au-dessus de la vigne habituelle. Il n'y a pas de rognage, il n'y a pas de taille. Et donc, ça donne un caractère tout à fait particulier. Il dit qu'en même temps, comme cela, il respecte davantage la montée de sève, le travail de la racine, etc. Moins de violence sur le sève. Ça peut se concevoir en l'état. Hein. Et le vin est juste, franchement, vous ne pouvez pas goûter avec moi, mais c'est remarquable de fruits, de précision, d'enthousiasme presque au niveau du nez. Il y a une pureté aromatique dans les notes fruitées, légèrement épicées, à peine boisées, mais pourtant on sait bien que tous ces vins du Bordelais ont besoin d'un petit peu de vache sous bois pour leur donner ce caractère, pour gérer cette micro-oxygénation, qui va stabiliser à la fois la couleur, mais également les parfums, et leur donner aussi un potentiel de gamme encore plus important, parce que tous ces vins-là sont globalement relativement jeunes, même si je pense que le 2017 au nez peut donner déjà l'envie de goûter avec beaucoup de bonheur aujourd'hui. Et le 2009 commence déjà, j'allais dire, à gagner de l'intensité et du plaisir de la dégustation. Et là, le nez est juste remarquable, vraiment très très bon. Et puis le troisième, c'est le château Verdignan, qui est un cru du Haut-Médoc assez classique, situé dans le millésime 2012, qui est un millésime aussi relativement classique, situé du côté de Saint-Seurin de Cadourne, donc un peu dans la partie nord du Haut-Médoc, juste avant la bascule vers les vins du Médoc eux-mêmes, sur la commune, pas l'appellation, mais la commune de Saint-Estèphe, en tout cas juste à côté, dans le canton de Pauillac. Donc un style plutôt marqué par les cabernets, alors que les deux vins précédents étaient plutôt marqués par le merlot. Voilà un peu pour la présentation rapide de ces vins. Et gustativement parlant, alors je vais essayer d'imaginer ton plat, hein, mais on sent déjà pointer les parfums tout à fait particuliers de cette viande maturée, de l'accompagnement un petit peu exotique que tu as apporté. Voilà. Donc, je pense que ces vins peuvent vraiment bien réagir par rapport à ça. Bah, le laquage, donc nous les viandes rouges, très souvent, on va les aimer légèrement asséchées comme ça, et souvent on va les laquer au soja. Et ce laquage au soja, vraiment, ça va faire un pont, ça va faire un accord avec les vins de Bordeaux qui est top, quoi. Alors quand tu dis laquer au soja, pour les gens qui nous écoutent, comment tu fais pour le laquage au soja? Alors, on fait colorer la viande dans une poêle très chaude, sur les quatre faces. Et une fois qu'on a une belle couleur, on va déglacer à la sauce soja. D'accord. Sauce soja plutôt sucrée ou salée? Non, salée. Sauce soja salée. Et on va retourner la viande très rapidement jusqu'à avoir comme un caramel dans le fond de la poêle. Ça va nous faire un laquage naturel. Et derrière, on va mettre un petit laquage jus de veau tout doux pour bien enrober la viande. On va la laisser poser.
Et puis après 10 minutes, un quart d'heure de pause, on va la passer au four tout doucement, par petites séquences, dans un four à 150 degrés, des séquences de 2 minutes. Donc 2 minutes au four, 5 minutes dehors, 2 minutes au four, 5 minutes dehors, et après on est bon. Donc on va servir une viande bleue tiède avec un laquage, voilà, un laquage qui va exciter les papilles. Donc il faut prendre un peu de temps et être assez précis, mais la récompense est au bout. Ben, en principe, oui. Alors, je vais procéder au massage. Allez, pendant que tu laisses un petit mot sur le vin, je viens de goûter d'Alem. Donc il y a le côté généreux du millésime, on a un côté un peu solaire en bouche. Les tanins sont présents mais relativement bien enrobés. Si je goûte maintenant le clos du Mouna, comme on peut le supposer au niveau du nez, on est encore sur un vin jeune, plein de fruits, mais c'est assez pulpeux. Les tanins sont présents, prêts, mais avec beaucoup de suavité et de longueur et pas du tout desséchant. C'est vraiment un très très joli vin. Allez, à mettre en cave encore un petit peu. Il faudrait, si on veut le boire tout de suite, le décanter, en tout cas l'aérer suffisamment pour pouvoir assouplir un petit peu le vin lui-même. Et quant à Verdignan, le fameux Haut-Médoc dans millésime 2012, avec un nez assez classique de Cabernet, cette potence un petit peu historique de ce cépage. Alors, on a beaucoup d'ampleur en bouche et effectivement, je pense qu'avec la douceur des petites carottes que tu nous montres, ça doit le faire. alors voilà, ça c'est mes carottes confites au jus de viande avec un petit peu de jus d'orange. Au dernier moment, j'ai rajouté un petit beurre de truffe et là, je rajoute mes lentins de chêne. Oui. Des lentins de chêne que j'ai préalablement colorés au beurre. Tout simplement. Au beurre de micelle, je suppose. Beurre de micelle, toujours important. Oula. Ça donne envie. Alors, est-ce que tu as fait un peu de vente à emporter dans cette période particulière? Alors nous, non, puisque alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que toute mon équipe est en chômage partiel. D'accord. Je n'ai pas voulu les faire revenir. Puis il y en a certains qui sont partis un peu loin, qui sont rentrés chez eux, donc c'est un peu compliqué à mettre en place. Deuxièmement, parce que bon, pour des raisons de conscience écologique, j'ai pas voulu m'embarquer là-dedans non plus. Et puis enfin, parce qu'on a une cave à vin et qu'on a beaucoup de stock. Donc du coup, on s'est plutôt engagé dans la vente de vin, dans la vente de vin dans la partie cave. Donc, tu t'es concentré sur le liquide finalement, tout en prodiguant des conseils, je suppose, gastronomiques, parce que les gens qui viennent dans la cave souvent demandent ben, oui, c'est bien ce vin, mais avec quoi je vais le boire? Ouais, puis c'est sympa parce que ça permettait de voir les clients, soit les clients du restaurant qui venaient du coup nous soutenir entre guillemets, et puis et voilà, ça permet de discuter avec eux, ça permet de les voir d'une manière différente. On a pu atteindre une nouvelle clientèle, donc c'est une autre manière de voir le métier. Et puis quelque part, c'est aussi sympa. Alors moi j'adore être dans la cave, parler du vin toute la journée, honnêtement. Non, mais ça, absolument. Donc, merci pour ces conseils du plat que tu viens de faire ce soir. Donc, bœuf de Bazas, laqué avec une sauce soja salée, bien entendu, des petites carottes, des champignons, la truffe. Tout ça nous semble, voilà, tu es en train de pouvoir dresser maintenant. Alors, je dresse. Donc, le bœuf de Bazas, comme je disais, voilà, bleu tiède. Bleu, mais il est vraiment tiède. Quelle partie du bœuf tu as utilisé? C'est le faux filet. Le faux filet. Ouais, parce que c'est pas forcément un morceau qui a belle réputation, mais pourtant, moi, je trouve que c'est génial. Il y a de la mâche, il y a du jus. C'est absolument délicieux. Très bien. Mes petits lentins de chêne. Et tu l'entends de chêne des carottes. Voilà. Je viens récupérer le jus. Ah, les bruits caractéristiques des casseroles. Bah, ça fait du bien d'en entendre. Hein. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Ça doit te manquer aussi, non? Ça nous manque les uns et les autres. Même si j'ai
aussi le plaisir de cuisiner un peu à la maison régulièrement Ah, j'ai vu ça. en ce moment, mais quelque part, voilà, l'ambiance, l'atmosphère et ces trucs caractéristiques de nos établissements, ça nous manque en ce moment. Alors, j'ai rajouté un petit peu de lard de colonnata en morceaux dans le fond de D'accord. Que tu as fait sécher, ils sont comment là, les morceaux de lardon? Voilà, ouais, ça apporte une petite salinité, ça apporte une petite mâche qui est sympa. Bon, un petit clin d'œil italien à ce plat. Bah ouais, ils sont sympas les Italiens, ils font des trucs sympas. Et oui, bien entendu. Ils font des très grands vins aussi. Hein. Absolument. Et les fameux super toscans sont faits dans l'esprit des grands Bordeaux finalement. Ouais. Le Piémont a rien à envier à la Toscane non plus. Hein. Exactement. Alors la truffe. Donc la truffe du Périgord. Donc c'est vrai que c'est sympa parce que c'est une région où il y a beaucoup de choses. Bien sûr, de la mélanosporum, Absolument. par deux. La truffe noire. Et pour finir, l'émulsion de langoustine. Donc ça, pour avoir l'émulsion, tu utilises un batteur style Bamix avec Ouais, voilà. de la maérée pour pouvoir faire rentrer de l'air finalement. Exactement. C'est un équilibre entre le gras et le liquide. Exactement. Et une très jolie assiette qui donne franchement envie. Là, on salive carrément. Hein. Là, je peux vous dire, ça sent bon. Et on peut l'imaginer. Bon, je suis pas à plaindre avec les vins que je goûte là ce soir parce que entre effectivement le côté enthousiasmant, j'allais dire, du Haut-Médoc, le côté très fruit, très gourmand hein, du Côte-de-Bourg, ou le côté assez classique du Fronsac, on est assez gâté. C'est vrai que le Bordelais, comme je disais tout à l'heure, hein, a vraiment, pour toutes les bourses, pour tous les esprits finalement, à cette capacité, quelque part, de pouvoir répondre à la demande. Il y a beaucoup de démarches bio. Toi, tu disais tout à l'heure qu'il y avait pas mal de vins bio dans ta sélection. Hein. Ouais. Quasiment 80% de vins bio. Ouais, voire plus. Voire davantage. C'est une démarche. 15%, ouais. Exactement. Il y a quand même, globalement, dans le vignoble de France, et même d'ailleurs, hein, Espagne, Italie, etc., cette démarche-là qui est de plus en plus mise en œuvre hein, quand elle est possible. Dans le Bordelais, y compris les grands crus, d'ailleurs, je pense à Pontet-Canet, je pense à Palmer, Font-Roch à Saint-Émilion, etc. Et beaucoup d'autres hein, Ouais. sont passés dans cette démarche. Beaucoup optent pour la HVE, donc les hautes valeurs environnementales, des démarches de plus en plus effectivement louables dans ce sens. Et c'est important de le signaler également parce qu'on peut penser que Bordeaux vit sur une certaine inertie. Ce n'est pas le cas. Ça bouge beaucoup à Bordeaux. Il y a plein de jeunes vignerons, mais même aussi les grands crus. Hein. Il y a beaucoup d'essais de bio faits à Margaux, Latour, Mouton et les autres aussi, etc., ou au Aubryon et autres. Certains le disent, d'autres ne le disent pas, mais il y a vraiment des démarches, effectivement, dans ce sens-là, à Bordeaux actuellement, et c'est tout à fait intéressant de le signaler également. Moi, j'ai quelques coups de cœur, j'en ai déjà signalé quelques-uns. Il y en a un que j'adore, c'est le château Dompierre à Pauillac. Je salue Michel Haroldy, qu'on avait connu également avant du côté justement de la rive droite, avant qu'il ne passe effectivement du côté de Pauillac, et plein d'autres. On a tous nos souvenirs, nos coups de cœur particuliers dans ce Bordelais que l'on aime, et qui est historique, qui est intéressant, et c'est génial de voir cette bistronomie, cet enthousiasme aussi autour de la gastronomie à Bordeaux, dont tu es l'un des représentants, mais beaucoup de tes confrères maintenant. Et quand on pense à Bordeaux, on pensait à la ville, on pensait bien sûr au vin. Aujourd'hui, on pense à la gastronomie bordelaise, et bravo d'en faire partie. Ah bah c'est gentil. Et d'écrire cette page. Voilà. Bon, il est l'heure, donc on va rendre, je veux dire, l'antenne comme il se doit, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse aller bénéficier de sa soirée également. Merci beaucoup, Tanguy. Merci. On te retrouve le plus vite possible. Hein. Avec grand plaisir. Garde papy, on peut y aller dès aujourd'hui. Je vois que Bertrand Bijasson était président des Solis de Bordeaux à une époque, nous suit également, et c'est un fan fervent de nos émissions et bien entendu du Bordelais.
et plein d'autres. Je vais pas citer tous les gens qui nous suivent, mais en tout cas, merci à tous et surtout merci à toi de ta présence ce soir. À bientôt de te retrouver en direct. Avec grand plaisir. Merci à toi et bonsoir à tous. L'adresse à Bordeaux de Gare-aux-Papilles. 62 rue Abbé de l'Épée, à côté de la place Gambetta, en plein centre. En plein centre, on peut pas la louper. On peut pas nous rater. Cette rue de l'Abbé de l'Épée. Voilà. Et je suis sûr que c'est pas un coup d'épée dans l'eau, mais dans les barriques, effectivement, que tu nous offres quand on vient te voir. Voilà. Le côté d'Artagnan te va bien. Cœur fidèle. Et tous ensemble pour effectivement ce bel objectif de réussir une année 2021. Voilà, plus belle que celle qu'on vient de vivre. Et en tout cas, merci beaucoup de ta présence ce soir avec nous. Merci encore à la Société. Merci à l'Union nationale française, voilà, pour ce joli programme et à tous les gens qui nous aident à en faire sa promotion. Merci à Eric Rosenberg, que je vois qui nous fait un petit merci aussi de son côté et qui est un de nos fidèles également. Merci à tous les gens venus un peu de différents coins du monde, parce que c'est extraordinaire de voir que grâce aux médias, justement, et les réseaux sociaux, on a des gens d'un peu partout, d'Asie, d'Amérique, de Polynésie, des Caraïbes qui nous suivent, etc. C'est assez extraordinaire. Merci beaucoup, Tanguy. Merci à toi. À très bientôt. Merci à tous. Et encore une très bonne année à tous. Bonne année. Au revoir.